Bien, nous avons aussi, comme je vous avais dit tout à l'heure, nous avons M. Normand Scrapel de GIZ. Bonjour, M. Normand. Vous avez bien sûr ici présent nos amis du secteur bancaire tunisien. Vous avez en premier lieu M. Mohamed Agrbi, qui est le président de l'association professionnelle des banques. Il est nouvellement élu. Nous avons bien sûr des banquiers autour de Mme Mouna Saïd, qui est la déléguée générale de l'association professionnelle des banques. M. Samir Saïd, qui est ex-PDG de la STB, mais actuellement PDG de Tunisie Télécom. M. Lotfi Dababi, DG de QLB. Si Bassem Rassali, on accompagne, disons, si Bassem, c'est Mastercard, bien sûr, et je crois que vous avez déjà accompagné, je crois, à la Poste, je ne vois pas à la Poste. Si Lotfi Dababi, donc j'aimerais bien qu'il se branche avec nous parce qu'on va démarrer. Monsieur Atef Bayoum, qui est une société d'accompagnement des entreprises financières et des banques. Avec votre permission, nous allons démarrer ce webinaire ensemble. Bien sûr, je voudrais au début d'abord excuser Monsieur le ministre Ali Koali, ministre de l'Économie, des Finances, soutien à l'investissement, qui malheureusement, à cause d'un agenda très chargé au niveau de la loi de finances complémentaire et la loi de finances 2021, il est pris par la Chambre des députés. Bien sûr, bienvenue à tous et à Madame Mouna Saïd. Je voudrais juste recadrer un peu ce webinaire. Vous savez que ce webinaire devait avoir lieu dans le cadre du CITIC Africa 2020 du 9 au 11 juin au Palais des Expositions du CRAM. Mais malheureusement, avec la pandémie Covid, on a dû annuler la session présentielle et nous l'avons déclinée en session virtuelle spéciale, déclinée en webinaire, grâce notamment au soutien de la GIZ, et M. Normand va nous donner un petit peu une intervention dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, je dirais que ce forum international sur les instruments financiers numériques innovants, il a pu démarrer déjà au mois de juin avec 3 webinaires qui ont été réalisés en suivi à ce qu'avait préparé Mme Mouna Saïd, déléguée générale de l'APB au niveau des forums 2017, 2018, 2019. Et aujourd'hui, le thème de ce webinaire, le secteur bancaire tunisien face au défi de la transformation digitale. C'est un sujet actuel, c'est un sujet important, c'est un sujet qui place un petit peu le secteur bancaire aussi bien dans son contexte local qu'international. Et bien sûr, nous espérons que dans les échanges qu'on va faire, nous allons ensemble à la fois parler de l'état des lieux, parler des possibilités de développement, parler des défis, des opportunités et bien sûr tout ça en relatant des expériences de réussite. Et je crois que sur ces expériences de réussite, nous allons bâtir ensemble. Sans plus tarder, j'aimerais bien donner la parole à M. Mohamed Agrbi, président de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers, APB. Bien sûr, si Mohamed est connu déjà, puisqu'il assure depuis plusieurs années la première banque leader dans le secteur privé, la BIAT. Et donc, si Mohamed, en prenant un petit peu le bâton de pèlerin au niveau de cette association, j'espère qu'il va continuer un peu cette fédération et il va continuer certainement un développement aussi prospère que ce que la BIAT a eu. Marhaba bik, c'est Mohamed, et à vous la parole. Merci beaucoup, Farid. Chers panélistes, chers amis banquiers professionnels du secteur, chers partenaires,
Je suis très honoré donc de participer avec vous dans ce webinaire important et dont l'objet constitue l'une des priorités des entreprises en général et du secteur bancaire tunisien en particulier. C'est un sujet qui s'inscrit dans la stratégie de développement de notre secteur. Et d'ailleurs, c'est l'un des orientations stratégiques et des projets stratégiques que je vais les présenter à mon conseil d'administration au niveau de l'association dans les meilleurs délais possibles. Je tiens aussi donc à remercier Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, que je tiens à saluer au passage pour l'impulsion qu'il a donnée à la transformation digitale des banques par l'organisation de différents événements dont je cite l'événement majeur comme African Blockchain en 2018, la création de la sandbox au sein de la BCT en 2019 pour encourager les fintechs à se familiariser avec notre environnement bancaire et financier, et enfin par le renforcement de l'arsenal des textes juridiques favorisant le paiement mobile, les établissements de paiement et la banque digitale en général. Mesdames, Messieurs, l'Association professionnelle des banques, consciente de l'importance de ce défi de la transformation digitale, a commencé depuis 2017 en partenariat avec eux à travers la CITIC Africa un travail de fond ayant permis de faire l'état des lieux et sortir avec des recommandations pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème des banques. Et ce, afin d'avancer d'une manière organisée et éclairée dans cette transformation. Le forum annuel sur les instruments numériques innovants constitue depuis cette date l'événement majeur pour faire rencontrer à grande échelle des professionnels et des experts du monde entier pour apporter leur savoir-faire et leur contribution dans ce changement qui se traduit par une rupture totale par rapport à la banque classique. La pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde depuis le début de cette année a montré à quel point le besoin de transformation digitale est important et urgent. D'ailleurs, dans ce cadre-là, je considère que l'effort qui a été fait par le secteur bancaire tunisien est globalement réussi, donc à travers notamment la distribution des aides sociales. J'ai le plaisir d'inviter nos éminents experts présents dans ce panel à approfondir davantage la réflexion, tenant compte des retombées de la crise du Covid-19 sur notre secteur et sur le monde entier pour revoir les priorités et les démarches à adopter dorénavant pour relever les défis de la transformation digitale et redéfinir notre expérience client en conséquence. Je vous remercie tous et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci, Si Mohamed. Vraiment, c'est un excellent signal que vous donnez parce que non seulement vous insistez sur la transformation digitale, mais vous parlez justement et du contexte Covid et malheureusement, c'est un contexte que nous subissons, nous espérons en sortir le plus rapidement. Mais de l'autre côté, vous parlez des opportunités et des possibilités qu'offre justement cette transformation digitale au secteur bancaire. J'espère que cet échange va donner le maximum d'éclairage là-dessus. Bon, je sais que le déroulement va être bien sûr assez technique. Avec votre permission, je vais donner la parole à M. Normand pour une petite introduction, pour nous parler un peu du rôle de la GIZ et de ce qu'elle peut faire. Tout de suite, nous donnerons la parole à Mme Mouna Saïd en tant que modérateur pour justement commencer un peu ces activités. Merci. Monsieur Normand. Merci. Merci, bonjour à tous et à tous. Juste en très vite intervention de mon côté, pourquoi on pense que ça c'est très important. Et moi, je suis content en fait qu'on a cette discussion aujourd'hui sur cette thématique. Parce que quand je suis arrivé en Tunisie en 2018, il y a deux narratifs, plus ou moins. Toujours là, avec notre groupe cible, avec notre partenaire. Une, c'était la transformation digitale, c'est important, mais qui finance? Et certainement, s'il y a des bailleurs de fonds là-bas,
normalement, le logique, c'est le bailleur de fonds. Et moi, j'ai dit, ouais, c'est le bailleur de fonds, mais il y a certainement un rôle pour le système bancaire. Peut-être que ce n'est pas la discussion centrale aujourd'hui, mais certainement une discussion parce que le financement de la transformation digitale, ce n'est pas toujours évident. Il y a un autre type d'acteurs, si on parle start-up, il y a un autre type de solution, de machines, si on parle industrie 4.0, il y a même pas toujours en fait une évidence si qu'est-ce qu'on finance, en fait, c'est le bon technologie, par exemple. C'est quelque chose qui est très agile, qui change, etc. Donc, moi, j'imagine pour le produit de banque, la transformation digitale, c'est aussi un certain challenge. La deuxième narrative, c'est un peu, en Tunisie, il y a beaucoup de banques et ils sont très forts. Donc, ça, c'était quelque chose que j'ai appris quand je suis arrivé en 2018 et je peux confirmer, voilà, c'est sûr. De la partie paiement numérique, paiement digital, etc., certainement, en Tunisie, c'est une question à poser à la banque. Il y a des autres pays en Afrique où il y a des opérateurs. Je suis très content qu'on ait aussi Tunisie Télécom avec nous aujourd'hui parce que certainement, si on parle paiement online et mobile, ce sont des banques et ce sont des opérateurs. Et on a pas mal de travail à faire ici en Tunisie sur cette thématique. Je pense, comme a été déjà dit, il y a une grande volonté des acteurs politiques, mais il y a certainement aussi les cadres juridiques, côté tech provider, dans le fintech, mais aussi côté utilisateur. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut faire un paiement online s'il y a une culture de monnaie qui est beaucoup plus vers l'espèce et pas vraiment sur tout ce qui est paiement mobile online. En tout cas, je pense que c'est un très excellent panel ou une très excellente liste de speakers qu'il y en a aujourd'hui. Il y a pas mal de questions à poser sur la rôle des banques dans la transformation digitale. Nous, la GIZ, on veut et on a déjà soutenir cette transformation avec notre partenaire politique, c'est le ministère d'éthique, mais on travaille aussi avec la Banque centrale, on travaille avec le ministère de l'Industrie qui est notre partenaire. Voilà, c'est ambitieux. Il y a un écosystème très, très fort ici en Tunisie et il faut le capitaliser ça. Et je pense que beaucoup de banques ont déjà commencé à le faire. Notre rôle, c'est un peu facilitateur, fédérateur et certainement donner des ressources s'il n'y a pas un marché. S'il y a un marché, je pense que ce n'est pas vraiment un rôle pour le bailleur. Mais s'il faut de dérisquer, s'il faut de tester, d'essayer d'avancer, certainement, ça c'est quelque chose qui nous on fait avec notre. On a un programme qu'on appelle transformation digitale. Dans ce programme, il y a pas mal d'axes. Et comme je dis déjà, Industrie 4.0, c'est une des startups, mais aussi travailler avec des opérateurs, etc. Donc, je suis très curieux sur la discussion aujourd'hui. Merci pour être avec nous dans cet échange très, très important avec des CETIC Afrique, et aussi merci pour l'organisation. Merci, M. Normand. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Mme Mounès Saïd, déléguée générale de l'APB et initiatrice du Forum international sur les instruments financiers numériques innovants de l'Association professionnelle des banques. À vous la parole, Mme Mounès Saïd. Merci, Sifeli. Merci, M. Normand. Vous avez planté le décor. C'est vrai, nos différents forums et webinaires qu'on organise depuis 2007 sont des occasions de réflexion, mais aussi, comme ça a été dit par Monsieur le Président, des occasions pour sortir avec des recommandations que l'APB cherche et veille à mettre en place. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans les stratégies digitales des banques, pas du tout. On fait de l'accompagnement, de l'encadrement et à chaque fois que c'était possible, de la mutualisation des efforts pour accélérer cette digitalisation.
on relève un défi pour atteindre cette transformation digitale, mais de quoi il s'agit au fait? C'est quoi la cible? Tout simplement, comme la tendance à l'échelle internationale, la cible, c'est la banque 4.0. Et la banque 4.0, comme l'a défini Brett King, qui est auteur et futurologue, c'est banking everywhere, never at a bank, c'est-à-dire faire de la banque partout, mais pas du tout dans une banque. C'est dire les défis qui nous attendent. Avoir de la technologie, c'est bien. Avoir des fintechs ambitieuses et dynamiques, c'est très, très bien. Avoir un cadre juridique, c'est excellent. Mais comment mettre en musique tout ça? C'est l'objet de cette réflexion, encore une fois. On continuera à mettre autour de la table nos experts, comme ici présents, nos chers panélistes, et on ne parle pas de théorie, on parle de choses concrètes, de choses qu'on est en train de mettre en place, et avec, parce que la digitalisation l'exige, une remise en question en continu, pas tous les 5 ans, comme on avait l'habitude de faire, mais plutôt presque tous les mois, parce que les choses bougent, les choses changent. En 2020, une nouvelle donne, la Covid-19, a également rajouté quelque chose à notre environnement à laquelle on ne s'attendait pas, et des choses se sont mises en place rapidement. Donc l'APB, comme je l'ai dit, cherche à mettre en place un environnement favorable pour accélérer la digitalisation des banques. Tout à l'heure, si Lotfi Dabebi précisera un certain nombre de choses compte tenu de son expérience à la STB et la QNB, tous les intervenants, et on a élargi dans ce panel aux différentes composantes de l'écosystème aujourd'hui de la banque. La banque n'est pas seule, la banque est aujourd'hui partenaire et travaille avec l'opérateur téléphonique, avec l'établissement de paiement, avec la fintech, avec tout son écosystème, et apprend à chaque étape. Donc, je laisserai à nos panélistes l'approfondissement de la réflexion et parler, parce que je vois qu'il y a plus que 144 personnes qui sont en train de nous suivre, ils sont curieux. Je leur dis, restez jusqu'au bout parce qu'on va parler concret, on ne parle pas théorie. Et rapidement, je rappelle ce que l'APB est en train de faire. L'APB travaille essentiellement sur l'appropriation de ces nouvelles technologies et aussi cherche à assurer la sécurité et maîtriser toutes les techniques de cybersécurité. Et on a créé le cercle bancaire qui veille et fait beaucoup d'exercices blancs pour aider les banques à sécuriser ces systèmes d'information qui sont appelés à être de plus en plus ouverts par la digitalisation. On travaille sur le capital humain. On est en train de revoir nos formations parce que les gens qui vont travailler dans une banque de plus en plus digitale sont appelés à travailler différemment, à avoir un client avec des attentes et des exigences différentes, à travailler dans des horaires différents. Tout va changer. Et eux-mêmes, que ce soit leur vie professionnelle, leur carrière, même leur vie privée, risquent d'être chambardés par ce changement. On travaille également sur le temps réel. On ne peut pas parler de digitalisation s'il n'y a pas de temps réel. Et c'est pour ça qu'on est très actif sur la refonte de notre système de télécompensation et sur le paiement mobile par la mise en place d'une solution de switch interopérable et avec tous les intervenants dans le système.
Et finalement, pour ne pas accaparer la parole, on fait beaucoup on travaille beaucoup sur des partenariats avec des associations bancaires dans des pays qui sont très avancés dans le domaine, comme la Chine par exemple. On a signé une convention il n'y a pas longtemps. Et bien sûr, pour échanger, voir quelles sont les nouveautés par ailleurs et profiter des avancées technologiques. Voilà, donc sans tarder, si vous permettez, je souhaite donner la parole à Lotfi Dabébi. Mais avant, je souhaite la bienvenue à Cissé Mima, qui est le PDG de la Poste, qui malgré ses engagements, a pu se joindre à nous. Merci beaucoup, Cissé. Allah fik, Aïch, madame. Merci beaucoup. Désolé pour le retard. حصلت على lien أخيرا. Très bien. Donc, si l'autre fille est parmi nous, oui, je donne la parole. Oui. Merci Mounet, merci Sifarid, merci à toute l'équipe d'organisation de ce CETIC qu'on attend toutes les années. Alors, déjà, on a de l'histoire. Hein. Donc, que dit digital, là, dit CETIC. Et il y a un lien très important et très intéressant. Surtout, ça colle avec l'activité, avec le secteur bancaire. Donc, j'aimerais revenir sur la question et le sujet, le thème de ce webinaire, parce que là, on parle de transformation digitale. Et qui dit transformation dit plutôt une stratégie, tout un mode de changement d'une culture, d'une façon de faire, d'une vision. Donc, ce n'est pas uniquement la digitalisation, parce que digitalisation de process, on est un concept, mais transformation digitale, on est un autre. Et là, j'aimerais donc partager avec vous mes idées, ma façon de voir et ce qu'on dit réellement de cette transformation digitale. Transformation, donc, comme je l'ai dit, toute une culture est à changer. Donc, pour pouvoir réussir ce challenge de transformation, à mon sens et à mon humble avis, il faut tout d'abord mettre des préalables. Tout d'abord, il faut bâtir cette transformation sur 4 axes. Le premier axe est le leadership et le management. On ne peut pas mener une telle transformation, un tel changement, sans que le leadership et le management lui-même soient impliqués dans ce mode de transformation et croient fort à ce changement. Donc, si on n'a pas vraiment un leadership qui est meneur, qui, disons, la locomotive pour pousser vers ce changement, et là, je me permets de parler d'une relation top-down, mais à la fois bottom-up. Top-down dans le sens où c'est le management qui est derrière cette transformation, mais aussi, c'est aussi le bottom-up, c'est aussi tous les personnels de la banque, toutes les couches sociales, tout le capital humain est censé partager avec le reste. Donc, cette culture s'apparente bien avec ce changement. Le deuxième axe auquel j'aimerais donc aborder, c'est la stratégie. Il faut qu'on ait une stratégie orientée client. On ne fait pas de la transformation digitale pour la transformation, mais la finalité, c'est toujours le client, les customers. Parce que si on n'établit pas une vision qui est orientée client et la valeur ajoutée apportée au client en termes de real time, comme vient de le dire Madame Mounet, et l'apport en termes d'efficacité, en termes d'opérationnalité, tout ce que peut apporter cette digitalisation au bien-être, je dirais bien au bien-être et au enchantement du client. Parce que le client attend de sa banque donc une facilitation, disons, une plus-value en termes de gains, à la fois en termes de gains de temps, de gains de financiers et gains même psychologiques. Donc, le fait d'avoir un accès facile à ces moyens de paiement, le fait d'avoir une rapidité d'exécution ne peut être que positif et être à la fois en faveur et au bénéfice du client.
Donc, il faut que ce soit une stratégie orientée client et vers les attentes et les bienfaits du client. Le troisième axe, c'est la structure et l'organisation. Donc, à partir du moment qu'on va mener cette transformation, on doit obligatoirement consacrer et dédier une structure à la transformation digitale. Donc, vous devez obligatoirement trouver dans un organigramme, dans une organisation, donc une structure qui est dédiée. Et là, il ne faut pas confondre IT, donc système d'information, à digital, à transformation digitale ou à digital, parce que là, c'est le digital donc community officer qui est responsable normalement de suivi de tout ce processus de changement, de toute cette culture instaurée. Le quatrième axe est la veille technologique. Donc, on ne peut pas donc réussir une telle transformation sans toutefois être à jour, sans être up-to-date et suivre toutes les transformations, tout ce connaît le monde, tout ce que connaît le monde en termes d'évolution technologique, en termes d'apport à cette transformation. Donc, tous ces 4 axes, autour d'elle, on peut bâtir une stratégie de transformation digitale. Là, j'aimerais passer quand même comment pouvoir réussir. Donc, à part le fait qu'il y a ces axes qui sont fondamentaux, ces piliers qui peuvent nous aider à bâtir convenablement cette stratégie de transformation, il faut qu'il y ait aussi une population, donc en capital humain, donc un personnel qui quand même reconnaît les bienfaits de la digitalisation. Donc, le bienfait et l'apport en termes, donc, à la fois en termes de services rendus à la clientèle, mais aussi aux collaborateurs. Et là, j'aimerais donc rapprocher tout ce qui est expérience client, le ressenti client, l'empathie client de l'empathie collaborateur. On ne peut pas négliger le ressenti de collaborateurs. Et si on veut réussir ce challenge, donc il faut qu'il y ait conciliation entre le ressenti collaborateur et le ressenti client. Donc, à partir du moment qu'on arrive à réussir cette conciliation, ce rapprochement d'idées, donc on peut imaginer un bon collaborateur, un bon chargé de clientèle, un bon front office qui assure une meilleure qualité de service et un meilleur répondant aux clients. J'ajouterai encore plus le BI et les apports donc, de tout ce qui est technologique en termes de développement de modèles, d'APIisation. L'APIisation, ce sont les web services, les interfaçages qu'on peut assurer à nos clients, quel que soit leur secteur d'activité. Et à travers cette APIisation, on peut créer de l'écosystème. Là, vous avez évoqué, Mounet, l'écosystème. Si on veut réussir cette transformation, donc, il faut qu'il y ait une chaîne de valeur qui colle donc un maillon contre l'autre. Donc, il faut qu'il y ait cette synergie entre les différents intervenants sur la même chaîne de valeur autour de cette supply chain afin de réussir ce challenge. Donc, tous ces ingrédients font en sorte que cette transformation digitale peut réussir. Et là, ça nous renvoie à John Kotter, Leading the Change. Donc, vous savez parfaitement donc l'importance de la conduite du changement. Donc, il y a tout un disons, potentiel à consacrer, à bien accompagner cette culture de changement, parce que sûrement il va y avoir du changement et à partir du moment culturel, il y a de l'opposition. Donc, il faut savoir manœuvrer et arbitrer entre ces changements culturels et ces nouveaux business models qu'on veut réussir ensemble. Voilà, je me limiterai maintenant à cette première vision en termes de transformation digitale et je serai à votre écoute où il y a des questions à me poser. Merci beaucoup, chez Lotfi. Donc, avant tout, la transformation digitale, c'est une culture, une vision, avant que ça soit un process à mettre en œuvre. Donc, vous soulignez beaucoup le rôle de l'humain dans tout ça. C'est vrai qu'on parle de technologie, mais on ne peut réussir la technologie que si on tient compte de l'humain, qu'il soit le client, qu'il soit le collaborateur ou le manager qui est appelé
à mener ce changement et ce changement rapide. Donc, ce sont de nouveaux skills auxquels on fait appel, de l'agilité, Exactement. de proactivité, beaucoup de souplesse dans tout ça. Chaîne de valeur, synergie, beaucoup de leçons à tirer de ce que vous venez de dire. Ouverture aussi sur le reste de l'écosystème. Peut-être que si Foued est là, il représente la STB, peut-être qu'il pourra nous donner un retour d'expérience sur ce qui a été fait. Comme ça, on peut échanger dans du concret rapidement. Si Foued. Si vous permettez, donc, je vous remercie, M. Lotfi. Donc, j'ai voulu apporter une précision. Tout ça, bien sûr, appartient bien sûr à toutes les parties prenantes. Normalement, nous avons toute la volonté de réaliser tout ça, mais je pense aussi qu'il faut qu'il y ait un accompagnement et une évolution des textes législatifs parce que, donc, réaliser des transactions à distance avec le client par rapport au système actuel, donc ça pose quand même certaines insuffisances qui doivent être réglées, à mon avis, sur l'ensemble des textes régissant la relation avec le client, donc avec les textes régissant les opérations bancaires. Aujourd'hui, pour faire une opération, il y a quand même des documents juridiques qui doivent être remplis, des documents juridiques qui doivent être signés par le client. Donc, tout ça, bien sûr, on devrait, à mon avis aussi, y réfléchir pour faire un accompagnement avec tout le changement, bien sûr, que vous venez de dire. Merci. Tout à fait d'accord, c'est Mohamed, j'y adhère. Est-ce que si Foued Khoueja est avec nous, qu'il nous donne un retour d'expérience sur la STB? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis ravi d'être parmi vous et je tiens essentiellement… Vous pouvez activer votre micro, si Foued. Oui, et il est activé. Donc, vous m'entendez là? Pardon? On l'entend bien. Marhaba, si Foued. Marhaba, c'est Lotfi, marhaba, c'est Samir. Donc, je suis ravi d'être parmi vous. Donc, je tiens essentiellement, pardonnez-moi, Si Foued, vous m'entendez comme ça, donc ça va? Mouna, نسمعوا فيه. يظل لي عندك مشكل انت. Mouna, on l'entend. On l'entend très bien. Tahiyati, si Foued. عايشك c'est Samir. عايشك. Donc, bonjour, je suis ravi d'être parmi vous et je tiens essentiellement à remercier ici Samir Saïd, c'est Lotfi Dabbabi, un clin d'œil bien sûr pour Saad El Galoul, ça va de soi, donc pour leur soutien durant leur passage à la STB. Donc, ils étaient plus que directeurs généraux, donc ils étaient des facilitateurs, donc et ils étaient présents tout au long de notre transformation digitale. Ils nous ont accompagnés pour faire toute cette transformation. Je tiens à les remercier infiniment. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait à la STB. Et je souhaite une belle expérience là où vous êtes. Donc, peut-être mon intervention, ça va être axé essentiellement sur un point qui a été évoqué par Lotfi Dabbabi. Et essentiellement sur le concept de la plateformisation et les API comme facteur clé pour booster la transformation digitale. Pour coller un peu sur une expérience qui me paraît un peu spéciale au niveau de la STB, qui est concrète et qui nous a servi pour être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je ne vais pas ajouter grand-chose par rapport à ce qu'elle a dit, c'est Lotfi Dabbabi, sauf que une chose que je peux ajouter, c'est que une nouvelle vision de la relation client, bien sûr, est dictée par le changement du comportement du client, qui est devenu non pas un consommateur, mais essentiellement un acteur et un accélérateur de la transformation au niveau des différentes, au niveau de cette transformation.
Et nécessairement, ça va imposer aux banques de passer plutôt d'une relation client basique vers plutôt une relation émotionnelle. Donc, dire que le client est au centre de cette transformation, en fait, c'est une rupture avec la vision classique dans laquelle la banque ne se soucie que de la relation du client avec elle. En fait, la vision de la banque doit évoluer vers une vision plus large où le client est vraiment au centre de cette transformation. La banque doit voir le client avec toutes ses interactions, nécessairement avec ses clients, ses fournisseurs, son écosystème, et il doit impérativement se pluguer dans cet écosystème, bien sûr, pour apporter de la valeur et pour développer davantage cette relation. Donc, c'est un constat qu'on vit aujourd'hui. Donc, et cette transformation est aussi imposée par les nouveaux maîtres du monde qui ont bouleversé un peu les business models classiques, par des nouveaux modèles d'affaires, plutôt basés sur la création de nouveaux usages sur le marché, où les attentes sont fortes, mais pas forcément formalisées. Donc, ce qui caractérise en fait ces entreprises, ces géants du monde actuel, c'est leur capacité à attirer le client et à le fidéliser, puisqu'ils savent lui offrir de la valeur vu qu'ils possèdent les données les plus proches et les plus représentatives de son comportement. Donc, d'où l'intérêt d'avoir, bien sûr, des outils de BI pour plus ou moins tracer un peu le comportement client, pour proposer plus d'expériences qui collent avec le client. Donc, sans plus m'attarder, au niveau de la STB, le passage d'un fournisseur de produits qui cherche la satisfaction du client vers un partenaire agile qui cible plutôt les besoins complexes des clients et les usages, nous oblige de définir, comme l'a dit Lotfi, une stratégie de transformation qui touche l'ensemble de la chaîne de valeur. Tout en tenant compte, l'expérience de la STB, c'est un peu spécial, comme je l'ai dit auparavant. Donc, nous, à la STB, cette transformation doit être menée tout en tenant compte qu'on a fait un recrutement de masse de jeunes hyper connectés qui manipulent nécessairement les outils technologiques, mais qui ne sont pas sur les métiers de la banque. En plus, on a vécu la mise en place de notre nouveau système d'information qui doit être stabilisé. En plus, nous sommes confrontés à la révision en profondeur ou la refonte carrément de la vision de l'expérience client qui doit être au centre et l'exploitation des nouveaux canaux digitaux pour la distribution afin d'enrichir les parcours clients. Ceci nous a ramené à la mise en place, je vais parler un peu peut-être technique là, à la mise en place d'une plateforme digitale pour offrir et développer des produits innovants. Cette plateforme nous a permis de séparer les deux mondes, le monde digital et le monde SI. Donc, qui n'ont pas certes le même degré d'agilité et la même façon de faire. En fait, une plateforme favorise l'ouverture des services sur un monde plus large et permet de se pluguer sur d'autres plateformes pour explorer de nouvelles idées, tester de nouvelles propositions de valeur et mettre en place de nouvelles chaînes de valeur. Donc, cette séparation nous a permis aussi de travailler sur le capital humain, en fait, à travers des workshops d'innovation ouverte et agile, dans lesquels on a mobilisé les chargés clientèle, 600 chargés clientèle au niveau de notre réseau d'agences. Sont des workshops d'innovation ouverte pour enrichir un peu les parcours clients et pour collecter aussi des nouvelles idées provenant de ces nouveaux talents qu'on a recrutés. Donc, sans pour autant se soucier un peu des contraintes liées au SI, aux contraintes réglementaires, et ça nous a permis d'instaurer les concepts d'agilité. Pardon. Oui, c'est Fouet. Oui, pardon. Allez-y, allez-y. Oui. Donc, cette séparation nous a permis aussi de travailler sur le capital humain, comme je l'ai dit auparavant. C'est Fouet. Oui. Nous voulons faire un premier tour, donc il ne faut pas nécessairement aller trop en détail.
Oui, et puis le deuxième tour, on essaiera un peu d'aller plus loin. Hein? Oui, c'est le premier tour, donc juste, je vais en finir. Voilà, ouais. Merci. D'accord. Donc, bon, ça nous a permis plus ou moins de séparer, comme je l'ai dit, entre les deux mondes, le monde SI et le monde digital. Il nous a permis aussi d'instaurer un peu le concept d'agilité et d'avoir une sorte d'idéation sans pour autant mettre en place les contraintes que ce soit liées à la réglementation ou aux contraintes liées au SI. Donc, j'en finis actuellement. Donc, j'attends vos questions ou pour enchaîner encore sur ce sujet-là. Merci. Merci, Sifouet. Vous avez parlé de plateforme, de chaîne de valeur, encore une fois, lors de la deuxième session après, parce qu'il y a beaucoup de questions, je vous demanderai de donner un exemple concret. Je sais que vous avez travaillé sur la santé notamment. Vous nous donnerez plus tard un exemple de cette plateformisation, comme vous dites. Mais je voudrais donner la parole tout de suite à Sirat Fbaya, qui représente la BFI, et il est en même temps partenaire de la STB sur un certain nombre de projets digitaux. Rapidement, Sirat, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur des success stories dans la transformation digitale de banques STB et à l'échelle africaine, si c'est possible? Mais en flash, rapidement. En flash. Donc, effectivement, donc rapidement, là, je voudrais bien un peu parler des quelques changements majeurs aujourd'hui qui arrivent dans l'écosystème pour faire une petite introduction. Tout d'abord, bon, la clientèle, c'est une nouvelle génération qui est plus adepte du 100% en ligne et qui est plus exigeante, qui est dans l'immédiateté des services, qui veut être servi dans des délais très courts. Donc tout ça a été bien expliqué par monsieur Lotfi, mais aussi il y a l'arrivée de nouveaux acteurs sur le secteur financier tels que les fintechs, les établissements de paiement, les opérateurs télécoms aujourd'hui qui se transforment en fournisseurs de services de paiement en utilisant des porte-monnaies électroniques, e-wallet, des comptes virtuels. Donc, on a observé ça non seulement en Afrique, mais même en Tunisie, c'est en train de changer. Il y a quelques évolutions au niveau de la législation, au niveau de certains aspects. Aujourd'hui, on parle de la signature électronique, de l'identité digitale. On entend de plus en plus de DigiGo, de la digitalisation des documents. Donc, tous ces éléments-là sont impactants quelque part du processus de transformation digitale et les banques quelque part sont obligées de réagir face à ces événements-là en revoyant un peu leur stratégie, disons, de développement ou de transformation digitale. Et je pense que le maître mot, c'est tout d'abord, il faut se doter d'un système d'information ouvert et évolutif. Donc l'ouverture, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'open banking. L'open banking, c'est être vraiment ouvert vers le monde extérieur, et tout ça pour effectivement promouvoir plus la valeur ajoutée. Donc la transformation, moi je pense que la transformation digitale, c'est comment utiliser tous ces éléments, la technologie, tous ces éléments-là pour vraiment créer encore plus de la valeur ajoutée et mettre plus le client au centre de notre stratégie. Donc, pour ça, il faut aller vers une plus forte digitalisation du parcours client, mais en même temps, durant ce parcours, il faut essayer de collecter le plus d'informations sur le client pour mieux le connaître et derrière, bien sûr, mieux adapter les produits et services de la banque par rapport aux besoins du client, en mettant après, bon, bien sûr, il faut enrichir un peu
et développer un peu tout ce qui est la chaîne de valeur derrière, en mettant en place des outils permettant l'automatisation des processus, une meilleure maîtrise du risque. Aujourd'hui, par exemple, au niveau des besoins, un client qui veut demander un crédit et l'obtenir immédiatement, c'est un objectif aujourd'hui pour les banques. Mais cet objectif, bon, pour pouvoir le mettre en place, il faut une bonne maîtrise du processus d'octroi du crédit. Hein. Donc derrière, il faut que la machine soit huilée, que toutes les étapes soient bien. Et derrière, avec une certaine maîtrise de risque, et tout ça doit se faire dans des délais très courts. Donc il faut aller vers l'automatisation, vers l'utilisation d'outils, de moteurs de score, donc mettre en place des technologies, utiliser des technologies telles que les big data, telles que les machine learning, et tout ça. Et tous ces éléments-là font que donc la valeur, le curseur de la valeur ajoutée au niveau de la banque traditionnelle, il doit se déplacer vers plus d'expertise, plus d'accompagnement vers le client. Alors, en matière d'open banking, là, vous demandez peut-être des success stories ou des cas pratiques. Donc, en matière d'open banking, donc, la banque peut utiliser l'open banking tout d'abord comme un levier au service de l'expérience client. Donc, à la STB, bon, nous, on a vécu une expérience, c'est d'être un client qui est une entreprise hein, de la STB, je ne vais pas citer le nom, a pu, à travers l'open banking, se connecter directement. Donc, il y a le SI de l'information du client qui est directement connecté au SI de la STB et pour pouvoir échanger et exécuter donc des transactions financières hein, du type, par exemple, les virements salaires se font en un simple clic hein, du SI, leur comptabilisation se fait en même temps au niveau de SI et au niveau de la banque, le transfert de fonds se fait immédiatement, donc tout ça en un temps record. Donc là, c'est un exemple de comment utiliser le open banking au service donc, de l'expérience client. Aussi, l'open banking peut être utilisé pour élargir l'offre de la banque hein, vers la couverture de services non financiers ou de services qu'elle ne commercialise pas elle-même. Et là, il y a pas mal d'exemples en Afrique. Hein, la banque peut coopérer avec d'autres opérateurs ou économiques, hein, tels que, par exemple, les grands facturiers. On peut payer les factures de grands facturiers, on peut payer les services publics, le fisc, les douanes, les frais de scolarité, les universités. Comme aussi, on peut, par exemple, il y a des cas de collaboration entre la banque, par exemple, et des concessionnaires automobiles où le client, à la fois, il peut choisir donc, le véhicule à acheter, passer la commande, mais en même temps demander un crédit. Tout ça se fait à partir d'un seul portail digital. C'est le genre de coopération, donc c'est des exemples de coopération d'open banking hein, qui fait que la banque peut collaborer par exemple avec des opérateurs économiques externes. La banque aussi peut participer dans l'inclusion financière en participant par exemple avec, il y a des exemples de coopération entre des banques en Afrique et des opérateurs télécoms qui en fait gèrent des porte-monnaies électroniques et des comptes virtuels. Et grâce à ce partenariat, la banque elle peut toucher une population non bancarisée, faire transférer de l'argent à partir d'un compte bancaire vers et mettre à disposition par exemple des fonds qui vont être délivrés à une personne à partir de l'intervention d'un épicier qui sait faire des opérations de cash-in, cash-out. Et tout ça dans finalement
toute une logique de coopération entre les banques, les telcos ou les fintechs. Merci beaucoup, Saad. Merci. Je vous interromps pour donner la parole à Samir Saïd, donc ex-banquier. Aujourd'hui, il représente un opérateur téléphonique important. Saad, vous avez parlé de plateformes qui se parlent entre elles, d'open banking et tout ça. Pour pouvoir réaliser tout ça, on a besoin quand même d'infrastructures, de préalables que l'opérateur met à la disposition des banques, mais aussi échange des données avec la banque. L'opérateur téléphonique, quel rôle joue-t-il dans cette transformation digitale? Si c'est Samir, merci Mouna. Effectivement, là, je me trouve de l'autre côté du bord. J'étais consommateur des services de télécom quand j'étais dans le domaine bancaire. Là, je suis du côté de fournisseur-opérateur. Effectivement, les opérateurs sont bien positionnés pour être un acteur majeur dans la transformation digitale de toute l'économie. Et peut-être la première information positive pour les banques et rassurante pour les banques, c'est que du point de vue de l'opérateur, le secteur bancaire, en fait, il est un des secteurs les plus évolués en matière de maturité digitale. Et ça, c'est rassurant parce que, effectivement, le défi aujourd'hui, c'est cette transformation digitale qui doit être cross-industrie et pour lequel, particulièrement, les opérateurs de téléphonie, de télécommunications et les acteurs bancaires doivent être un peu la locomotive de la transformation de l'économie dans sa totalité. Donc, les opérateurs fournissent bien sûr tous les services de connectivité. C'est Tunisie Télécom, c'est 25 000 km de fibre optique. C'est la couverture nationale par le 4G un peu partout. C'est un ensemble de partenariats avec les opérateurs, d'intégrateurs, de fournisseurs d'équipements, de fournisseurs de services dans le domaine de l'ICT, qui fait que c'est bien sûr le destinateur de choix pour la digitalisation des banques et la collaboration est très, très étroite entre les deux secteurs. D'ailleurs, les deux secteurs, en fait, font face à des défis similaires. Les deux modèles, que ce soit le modèle de banque commerciale ou bien le modèle d'opérateur de télécommunications classique, les deux modèles sont relativement menacés. Ils sont menacés par le over-the-top. C'est les institutions qui viennent et se greffent un peu sur l'infrastructure de télécom ou bien l'infrastructure de la banque et prennent un peu cette couche la plus intéressante, la couche de la clientèle. Donc, les deux, que ce soit les opérateurs de téléphonie ou bien les opérateurs de bancaires, doivent faire attention à cela parce que, en fait, les over-the-top s'approprient cette clientèle. Donc, même dans cette bataille-là, il faut trouver le moyen de créer une sorte de collaboration avec les over-the-top. Il ne faut pas céder la clientèle en totalité à over-the-top ou bien au fintech. Il ne faut pas que tous les investissements qui sont faits par les banques pour assurer tout le back-office, pour assurer la conformité, pour assurer la connectivité et toute la plomberie, ce qu'on appelle plomberie du côté de télécom, soit uniquement réservé pour être un fournisseur de services et d'infrastructures. Il faut que les banques restent acteurs majeurs et ne perdent pas cette relation directe avec la clientèle, notamment pour la partie corporate et la partie PME. Parce que je crains que pour la partie retail, la bataille va être difficile pour les banques et il faut vraiment qu'ils fassent attention à cela parce que les fintechs sont en train de s'imposer de plus en plus. Donc, voilà, je souhaiterais, si vous permettez, revenir très, très rapidement sur l'expérience de STB. C'est quand même difficile de ne pas faire un commentaire. Je vais essayer d'être en complémentarité avec ce qui a été dit. Je voudrais simplement peut-être citer quelques facteurs clés de succès de la digitalisation auxquels, à mon avis, il faut faire attention. Moi, je souhaiterais citer 4 paramètres importants auxquels toute transformation digitale des banques et d'ailleurs de toute autre entreprise doit vraiment être primordiale pour que l'effort soit balancé. On a tendance à penser beaucoup au système d'information
et surtout global banking et importer un global banking qui est très, très coûteux de l'extérieur, non. Je ne crois pas que ce soit nécessairement toujours la bonne solution. Bien sûr, chaque cas est un cas particulier. Nous avons eu cette belle expérience avec BFI à l'STB et elle a réussi. Donc, il y a l'application, et que ce soit global banking ou développé en local. Il y a également l'interfaçage. Ça, c'est très, très important. Fred s'en souvient certainement. Je pense qu'il le vit de moins en moins, mais il l'a vécu avant. L'interfaçage sur le legacy system. Il faut que les différentes applications communiquent entre elles. Ça, c'est un point parmi les difficultés qu'on avait un peu rencontrées à l'STB, mais qu'on avait réussi à surmonter. Il y a également l'usage, le degré d'usage et la formation du personnel. Là, on a tendance souvent à sous-estimer la nécessité de former et de reformer avec des méthodes pédagogiques qui soient performantes, parce que on peut avoir une application très, très poussée, très, très développée, mais si l'usager l'utilise à 5% de sa capacité, c'est 95% d'investissement superflu qui ne sert à rien. Et enfin, l'élément qui a été mentionné au préalable, l'engagement du personnel et pourquoi pas l'engagement du client lui-même, le client externe, parce que cette motivation, cet engagement, ce travail collaboratif, il est extrêmement important pour la réussite de la transformation digitale, pour placer effectivement le client interne, le collaborateur, ou bien le client externe, vraiment l'expérience du client au centre de la digitalisation, parce qu'elle est là pour servir finalement le client externe. Et pour que le client externe soit bien servi, il faut que le client interne, le collaborateur, il faut qu'il soit bien dans sa peau, il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il soit heureux dans son travail. Et la collaboration, c'est un des moyens de création de cette harmonie entre les collaborateurs, cet écosystème. Et à l'STB, on avait vécu des moments magiques de ce côté-là, où on avait plusieurs centaines de personnes qui collaboraient simultanément, et ça avait donné des résultats fantastiques. Voilà. Voilà pour le premier tour. Donc, s'il y a des questions spécifiques, on peut rentrer un peu sur les techniques si vous voulez plus tard, si vraiment ça intéresse les auditeurs. Merci beaucoup, Sissemir. Merci beaucoup. Donc, vous insistez beaucoup sur le décloisonnement entre les départements, les équipes au sein d'une banque et entre les bases, un décloisonnement total pour faire travailler en synergie tout le monde. Il y a beaucoup de questions, mais j'aimerais donner la parole à Sibassem Ralsali. En fait, c'est le directeur régional de Mastercard qui va nous parler aussi. Je vous ai dit tout à l'heure que l'APB a signé plusieurs partenariats, entre autres avec Mastercard, dans l'objectif de réussir cette transformation digitale et être encadré par un géant comme Mastercard, être en partenariat avec une multinationale comme Mastercard est très important pour avancer rapidement. Bassem, je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Saïd. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Tunisie Afrique Export et l'APB pour l'invitation à ce panel. Et je salue au passage tous les panélistes et les participants à ce webinaire. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la transformation digitale, qui était déjà un choix stratégique pour les banques avant la pandémie du Covid-19, maintenant, elle est encore beaucoup plus, et ça devient même, si je peux dire, en fait, un choix critique. C'est plus une histoire maintenant de survie. Hein. Transformation digitale, ce n'est plus juste en fait une réflexion. Maintenant, il faut vraiment avancer. Et l'urgence d'agir dans ce sens d'une transformation digitale, ça vient du fait que c'est tout l'écosystème financier qui est en train d'être réinventé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les barrières d'entrée à cet écosystème sont de plus en plus réduites. Les modèles économiques sont en train d'être révisés et l'accès à la technologie, ça devient de plus en plus facile. Et donc, cette importance de la transformation digitale pour une banque, ça vient de 5 aspects. Si on prend le premier aspect qui est l'environnement concurrentiel. C'est-à-dire, comme je disais, aujourd'hui, comme les barrières d'entrée à cet écosystème sont donc de plus en plus réduites, donc il y a beaucoup plus d'entrants, nouveaux entrants à
à ce secteur, comme les établissements de paiement, les fintech. Aujourd'hui, la Banque centrale en Tunisie a autorisé les premiers établissements de paiement à opérer un petit peu dans ce secteur. Donc, il y a de nouveaux concurrents qui rentrent un petit peu dans cet écosystème. Le deuxième aspect, c'est les attentes des clients. C'est-à-dire aujourd'hui, les consommateurs, les clients des banques, c'est des clients qui sont connectés en permanence sur leur appareil mobile. Et ces clients, ce qu'ils demandent aujourd'hui à leur banque, c'est de s'adapter à leur mode de vie. Et alors, la bonne chose, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est que par rapport à ces deux aspects, c'est que 80% des clients des banques, aujourd'hui, sont prêts à rester avec leur banque, bien évidemment, à condition que ces banques-là s'adaptent à leur mode de vie. Donc, ça rassure un petit peu les banques par rapport à cet environnement concurrentiel. Le troisième aspect, bien évidemment, c'est un aspect de profitabilité et de rentabilité. Aujourd'hui, il y a une pression par rapport à tous ces aspects économiques et de rentabilité. Donc, la digitalisation et la transformation digitale pourraient être un levier pour un petit peu améliorer l'efficacité opérationnelle et bien évidemment pour améliorer la rentabilité en même temps. Un quatrième point, c'est que la transformation digitale aujourd'hui pourrait soutenir une orientation stratégique d'une banque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une banque aujourd'hui qui fait le choix stratégique de faire de l'inclusion financière ou de développer un segment de clientèle en particulier, les jeunes, ou peut-être de se diversifier en lançant de nouveaux produits. Et bien, la transformation digitale pourrait être un levier pour atteindre ces orientations stratégiques-là. Et le cinquième point, c'est l'environnement réglementaire. Aujourd'hui, qui est en train d'évoluer. On voit les banques centrales un peu partout au monde, et c'est le cas aussi en Tunisie, qui arrivent avec une nouvelle réglementation pour autoriser peut-être une nouvelle façon de faire de la banque. Aujourd'hui, la Banque centrale récemment a émis la circulaire sur le paiement mobile, elle a autorisé les établissements de paiement. Donc, ça évolue en termes de réglementation et aussi sur l'aspect technologique, donc en termes d'innovation. Aujourd'hui, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est d'autant plus vrai avec la pandémie du Covid-19, c'est qu'on a remarqué ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois, c'est exactement ce qui pourrait se passer généralement en 5 ans. Ça veut dire on a vu un changement dans les comportements des consommateurs qui, normalement, devait prendre 5 ans à arriver. Donc là, ça s'accélère d'une façon très importante. Alors maintenant, concrètement, cette transformation digitale, c'est comment elle pourra aider les banques à atteindre leurs objectifs stratégiques et surtout, qu'est-ce que ça va rapporter au final? C'est qu'on en parle, c'est qu'effectivement, on est d'accord que c'est critique, il faut y aller, mais qu'est-ce que ça va rapporter au final? C'est qu'aujourd'hui, si je prends 3 aspects pour voir un petit peu les avantages, mais d'un point de vue, on va dire, plus chiffré. Si, par exemple, on prend l'aspect, on va dire, de l'acquisition de nouveaux clients, ou ce qu'on peut rappeler l'ouverture de compte. Aujourd'hui, si ce processus-là est digitalisé, bien évidemment sous condition de l'évolution de la réglementation en termes de ce qu'on appelle eKYC, ou on va dire l'ouverture de compte à distance, la digitalisation de ce processus pourrait réduire le coût de ce process de 50% pour les banques. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'un client qui on va dire, qui ouvre un compte d'une façon digitale à distance ou qui est acquis par la banque d'une façon digitale, il a 15% plus d'activité et il est beaucoup plus actif qu'un client qui peut-être a ouvert un compte d'une façon traditionnelle dans une agence. Le deuxième point où on voit un petit peu cet avantage de la transformation et l'impact sur les banques, c'est la façon de transacter ou de faire des transactions, des opérations d'une façon digitale. Quand on est en fait en face d'un client qui fait des transactions digitales ou qui est en contact d'une façon digitale avec sa banque, et ce client-là, ce qu'on remarque, c'est qu'il dépense 15% plus, 15% de plus. Donc, c'est très important par rapport à une banque. Et aussi, surtout, et c'est très important, ça permet de réduire le coût de fonctionnement des agences de 50%. C'est très important. Aujourd'hui, un client, s'il a accès à ses services habituels d'une façon digitale, il viendra peut-être un peu moins aux agences. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça va réduire un petit peu le coût de fonctionnement. Et troisième point, c'est en termes de service client. Un service client digitalisé, ça permet de réduire, par exemple, 35%
des réclamations clients parce qu'il est beaucoup mieux servi et surtout, ça permet de réduire de 40% tout ce qui est aspect lié à la gestion de la relation client. Donc ça, c'est très important pour voir l'importance de cette transformation-là et qu'est-ce que ça pourra rapporter d'une façon concrète aux banques. Après, si vous voulez, en fait, dans un deuxième temps, je vais parler rapidement quelles sont un petit peu les différentes stratégies d'une transformation digitale pour une banque sur l'aspect lié à tout ce qui est monétique et paiement digital et surtout, quelle est l'approche de Mastercard pour accompagner un petit peu cette transformation digitale. Donc, je pourrais en parler dans un deuxième temps et je pourrais peut-être aussi partager avec vous une success story d'une banque africaine qui a réussi un cas de transformation digitale qui a eu un impact positif immédiat sur la vie des citoyens et des consommateurs. Donc, je vais en parler plus en détail dans un deuxième temps. Merci beaucoup, Bassem. Donc, au-delà d'une meilleure compréhension des besoins du client, la digitalisation permet de réduire énormément les réclamations, mais également réduire les coûts de la transaction. Donc, du coup, ça permet une inclusion financière plus importante. J'aurais souhaité que si Semi Maki soit encore avec nous, PDG de la Poste, mais il a eu un empêchement de dernière minute, donc il s'est déconnecté. Je pense que je vais regarder, il y a beaucoup de questions, je vais vous les lire. Je commencerai par quel est le rôle du régulateur dans l'open banking? Tout à l'heure, Atef a parlé de l'open banking. Quel type de réglementation pensez-vous qu'on doit mettre en place pour faciliter l'open banking? Oui, donc je pense que le régulateur a un rôle important dans ce sens où il faut absolument qu'il intervienne pour, disons, quelque part, mettre un hub ou normaliser, où on peut normaliser un peu toutes ces interactions-là entre tous ces transferts qui se font au niveau des nouveaux moyens de paiement, hein, donc de monnaie électronique et tout ça, avec en parallèle avec tout ce qui se fait au niveau du système bancaire. Là, il y a des exemples, hein, donc il y a des expériences en Afrique et en Europe. Je peux citer par exemple en Afrique, il y a des systèmes interopérables qui sont en train d'être mis en place en zone CEMAC et en zone UMOA, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, dans ce but-là. Il y a aussi le DSP2 en Europe, qui est là aussi, c'est un système interopérable pour normaliser un peu les paiements. Donc, je pense que le régulateur en Tunisie, je pense que c'est en gestation, hein, même en Tunisie, il y a un hub ou un switch qui est en cours de gestation. Et c'est important de mettre ce genre de switch en place. Tout d'abord, pour encourager le decashing, et deuxièmement aussi dans un but de lutte anti-blanchiment, de contrôler un peu plus les flux. Donc le régulateur, quelque part, a besoin aussi de contrôler tout ce qui se passe en termes et donc il y a tout intérêt à mettre ces plateformes nationales d'interopérabilité, je pense, dans ce sens. Merci, Siad. Sifoued Khoueja, vous avez parlé tout à l'heure d'ouverture des API. Si Lotfi Dabib aussi l'a évoqué, pensez-vous que avoir une norme, l'équivalent de la DSP2 européenne, faciliterait davantage l'ouverture des API et encouragerait plus une banque à s'ouvrir et à partager ses données avec les fintechs pour développer de nouveaux services?
Bon. Est-ce que vous considérez que c'est une urgence si vous permettez, je prendrai la parole parce que avant cela, j'aimerais revenir sur la question du régulateur, si vous permettez, Mouna. Je pense que côté régulateur, et on entend dire par régulateur la Banque centrale, qui est le centre d'émission et la supervision bancaire. Je pense que actuellement, avec le sandbox, avec la circulaire sur la digitalisation, avec les établissements monétaires ou les établissements de paiement, donc ça va vers ce sens-là, parce que je crois fort qu'actuellement, on est en train de mener ce chemin et tout s'apprête pour une meilleure digitalisation des moyens de paiement. Probablement, ce qui reste, c'est en termes de réglementation de change, il y a certaines contraintes pour ce qui est de certaines monnaies virtuelles que ça va venir. Mais sinon, pour ce que process de transformation, de réglementation qui favorise l'implémentation de ce nouveau moyen de paiement, on est sur la bonne voie. Je pense que, bon, reste côté réglementation aussi, côté juridiction. Probablement, il faut qu'il y ait, pour favoriser le blockchain ou les chatbots ou tout ce qui est robotique carrément, si on va donc au plus fin détail. Donc, probablement, avec l'implémentation de la signature électronique, avec le contrat donc en mode virtuel, on pourra donc favoriser la mise en place de certains produits bancaires, entre autres les crédits. Et tout à l'heure, si Samir a évoqué le corporate en mode de financement et tout, mais je pense qu'avec l'implémentation de blockchain, ça va favoriser davantage donc ce process, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un décalage entre l'évolution côté segment retail au dépend de corporate, mais avec cette évolution juridictionnelle, avec la nouvelle réglementation qu'on espère verra le jour très bientôt, on espère rattraper le retard donc, qui est acquis par rapport à d'autres pays européens. Je reviens sur l'APIisation et l'interfaçage, qui est un sujet d'actualité. Je pense que c'est l'obligation actuellement, et c'est plutôt la recommandation à faire à tous les secteurs, qu'ils soient financiers ou autres, parce que ça colle vers l'écosystème qu'on évoque tout le temps, cette chaîne de valeur, ces échanges, cette synergie entre les différents opérateurs. Donc, à partir du moment où on peut se connecter à distance à travers le web service, à travers cet interfaçage, on peut donc favoriser les flux et les échanges entre les différents acteurs économiques. Je peux citer un petit exemple. Vous vous rappelez, là, on a mené donc l'exemple d'un néo-banque à la STB, vous vous rappelez, donc à travers le secteur touristique, on avait imaginé tout un écosystème qui pourrait donc faciliter, parce que là, on parle et touristes, mais non plus de touristes, parce que tous les touristes actuellement naviguent et se décident à travers les plateformes, à travers tout ce qui est offert sur les plateformes virtuelles, tout ce qui s'offre à travers les agences virtuelles. Donc, ça peut, donc, si on peut favoriser donc, la mise en place d'un processus qui favorise le paiement, qui arrive disons, à collecter tous les intervenants sur la chaîne, donc tout ce qui est tourisme, hôtellerie, tout ce qui est restauration, tout ce qui est agence de voyage, tout ce qui sert donc, et tout ce qui peut confronter un touriste lors de sa visite, lors de son séjour dans un pays. Donc, à partir du moment qu'on arrive à rassembler tous ces intervenants, donc on peut parler d'une plateformisation, donc d'une, disons, connectivité permanente entre tous ces intervenants, et ça facilite à la fois, ça nous procure un gain en coût financier et en coût même physique, et aussi un meilleur retour sur investissement et une meilleure rentabilité de cette activité. Donc, je crois qu'avec l'implémentation des PSD tout, donc on peut favoriser ces échanges et cet interfaçage. Merci beaucoup, Silotfi.
Bon, si vous permettez, donc je ne vais pas ajouter grand-chose par rapport à ce qui a été dit. Donc, juste nécessairement, donc avoir une normalisation derrière les API pour la distribution, nécessairement, ça va booster la création de valeur et ça va agiliser un peu et capitaliser sur des nouvelles expériences proposées par les fintechs ou les startups. Donc aujourd'hui, donc parler d'open banking, c'est vrai. Donc, mais avoir une certaine normalisation au niveau des API, ça permet aussi d'aller rapidement sur la création de valeur et de plugger d'autres écosystèmes. Donc, une normalisation s'avère actuellement une chose qui est assez importante et pour que les banques peuvent collaborer ensemble. En effet, avoir cette normalisation dans les plus brefs délais, donc ça va nous épargner des entrants qu'on ne peut pas faire face. Aujourd'hui, les acteurs mondiaux tels que Google, Facebook, etc., donc, ils présentent d'autres alternatives. Donc, on doit faire face quelque part avec une certaine normalisation pour avoir de la valeur qui doit être dégagée avec l'écosystème actuellement existant de FinTech et de start-up. Donc, avoir une normalisation comme l'a dit SP2, donc au moins pour le partage de données au niveau des agrégateurs de comptes ou au niveau des opérations de paiement. Donc, ça va monter un ensemble important d'expériences qui peuvent faciliter par la suite même l'inclusion financière parce que les startups sont sur des modèles plus agiles que les banques au niveau de la distribution, au niveau des niches qui peuvent la dénicher. Merci. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions. Je vais être un petit peu égoïste. Je voudrais revenir à Sissemir Saïd et lui poser la question sur l'infrastructure. Je suis toujours curieuse de savoir. Il y a beaucoup d'ambition de la part, pas uniquement des banques. Tout le monde y va dans la digitalisation et cela suppose une infrastructure. Sissemir, pouvez-vous nous donner un peu plus d'éclairage sur vos projets en tant qu'opérateur téléphonique? Tout le monde va vers la banque as a service, donc du cloud, de l'hébergement en externe. Comment vous vous êtes préparé pour ça? Tout à fait. Bien sûr, la tendance aujourd'hui, c'est vers le cloud, vers l'agilisation. Et donc, on passe d'un mode waterfall où on prépare tout et on achète tout et on développe tout à un monde où on consomme en fonction du besoin parce qu'on met la priorité à la clientèle, la priorité au use case. Donc, Tunisie Télécom a une panoplie d'offres pour le cloud. Bien sûr, le premier service, c'est l'hébergement. Donc, nous offrons l'hébergement. Nous avons trois plateformes qui permettent d'octroyer ce service. On peut également donner de dedicated servers. Donc, nous avons des serveurs qui peuvent être dédiés à la client et on assure la maintenance. Nous avons le software as a service. Donc, ça, pour toutes les applications qui sont créées par les éditeurs, et encore une fois, qui permettent l'agilisation pour aller progressivement et payer ce qu'on utilise en fonction de besoins et ça permet d'évoluer, ça permet de monter en cadence en fonction du développement du business lui-même, de ne pas trop investir, faire beaucoup de capex dans les étapes initiales, de commencer par des proof of the concept par une petite échelle jusqu'à ce qu'on trouve l'équilibre qu'il faut. Et là, on passe à plus grande échelle sans trop investir dans les étapes initiales. Bien sûr, nous avons tout ce qui est Virtual Private Network. Donc, nous avons le MPLS qui permet de connecter la banque à toutes les agences, toutes les filiales. Bientôt, nous aurons le Software Defined Network, donc le SWAN. Et donc, la technologie est en train d'évoluer à une très, très grande cadence. Déjà, au niveau de 4G, il y a énormément d'applications qui peuvent être, par exemple,
nous rapprocher un peu du temps réel. Vous avez évoqué le temps réel. Et bientôt, il y aura le 5G qui permettra d'avoir une latence de quelques millisecondes. Donc, ça permettra effectivement d'apporter les solutions radicales, mais à mon avis, que ce soit pour la partie real-time ou bien pour le Internet of Things, déjà, on peut faire beaucoup de choses avec le 4G. Et le 4G, je rappelle que tout le territoire, quasiment presque, il est maintenant couvert. Donc, nous avons toutes ces solutions. Mais je pense qu'il faut également déborder au-delà du monde disons, interne à la banque. Il faut voir du côté de la clientèle. Et je pense, bon, d'une manière générale, les corporates sont bien équipés, bien digitalisés, mais par contre, la PME, c'est là où il y a un champ énorme, vraiment, de développement, et pour lequel je pense qu'il y a une complémentarité naturelle entre les banques et les opérateurs. Les opérateurs peuvent fournir un peu cette connectivité, l'accès à l'Internet, des solutions de sécurité, des solutions d'ICT, bien sûr en collaboration avec les intégrateurs, les providers de ICT, mais les banques ont intérêt à avoir des PME connectées parce que cette information, cette digitalisation permet de créer les data, permet d'avoir de transparence, donc de diminuer l'incertitude. Et l'incertitude, c'est l'ennemi de finances. Donc, cette plus grande transparence, cette plus grande digitalisation permettra de diminuer le risque de crédit, le risque d'engagement avec la PME, et permettra également de mieux apprécier la qualité de la relation, le rating de la relation. Et donc là, il y a vraiment une convergence naturelle, gagnant, gagnant, gagnant. La PME qui se digitalise, l'opérateur qui permet de fournir cette infrastructure et le banquier qui permet de financer tout cela et de bénéficier en retour d'une meilleure qualité de sa clientèle. C'est un domaine, à mon avis, qui n'a pas été suffisamment exploré. Nous avons commencé récemment une série de webinaires du Télécom pour le TT-Train. Nous avons réservé la première session à l'inclusion digitale, mais la deuxième sera réservée à la PME. Et là, je crois beaucoup à un potentiel de développement énorme. Je voudrais remercier GIZ pour je sais qu'ils sont très, très actifs pour le développement de la digitalisation de la PME. Je veux le remercier pour leur support également. Je tiens l'occasion pour le remercier pour leur support à notre pays dans cette circonstance difficile. Et donc, moi, je crois que là, il y a un gisement énorme qui pourra être exploité pour assurer la digitalisation de la PME qui, elle, constitue vraiment la majeure partie du dossier économique national. Et je finirai par l'inclusion digitale. On a parlé un peu rapidement de l'expérience de M-Pesa, une expérience incroyable, extraordinaire qui a eu lieu au Kenya et qui a permis des millions de laissés pour compte citoyens à revenus modestes, d'avoir l'ascenseur social et d'atteindre l'autonomie financière, l'émancipation. Et ça, c'est une convergence du digital, c'est une convergence de la téléphonie avec les finances, et c'est quelque chose de complémentaire par rapport à ce que font les banques, parce que c'était la population qui n'était pas bancarisée, et nous devons aller développer cela en Tunisie. Vraiment, nous devons rattraper un peu le terrain perdu. On a fait des choses, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez par rapport au niveau de développement de l'économie tunisienne. C'est pour ça que Tunisie Télécom, avec les deux autres opérateurs, nous travaillons en ce moment activement pour présenter une demande d'agrément à la Banque centrale pour un établissement de paiement. Nous souhaiterions vraiment apporter une solution qui permettrait des centaines de milliers, des millions, on l'espère, de Tunisiens d'accéder au wallet, et avec tout ce qui peut venir avec, non seulement épanouissement économique et social, mais également épanouissement personnel. Donc, cette convergence de la téléphonie avec les finances, c'est quelque chose, c'est vraiment la potion magique pour créer cette inclusion digitale, cette inclusion financière, qui permettra de faire sortir des dizaines de milliers de personnes de l'informalité vers la formalité. Et j'espère qu'elle sera accompagnée par des avantages qu'on devrait donner à ces personnes-là pour pouvoir les aider à intégrer le secteur formel. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui l'ont appliqué avec succès. C'est l'impôt négatif, si on peut dire. C'est peut-être leur donner quelque chose au début, les aider
pour les encourager à intégrer le circuit formel. Et l'ensemble des data qui vont être ramassés, cet or, le nouveau pétrole du 21e siècle, c'est des quantités énormes de données qui vont être accumulées, qui permettront, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu l'occasion d'en parler aujourd'hui, d'exploiter les data, aller vers l'exploitation des data et tout ce qu'elle peut aider comme éclairage de prise de décision, comme possibilité immense de croissance économique. Donc, voilà. Mais encore une fois, je finirai par ceci, c'est que en fait, la technologie, c'est un moyen de servir un plan de développement, un plan de croissance, des business cases, elle n'est pas la fin en soi. Donc, nous cherchons à Tunisie Télécom à nous associer avec beaucoup de partenaires. Nous cherchons également à nous associer avec les startups. Et nous sommes en train de nous associer avec même nos concurrents, donc, pour établir cette cause commune et ce bien commun pour lequel moi personnellement il me tient beaucoup à cœur et ça tient également beaucoup à cœur de Monsieur le ministre Sifad El-Kaïm et c'est quelque chose, je pense, qui apportera énormément au pays. Donc voilà, donc il y a un potentiel et une opportunité énorme. Il faudra la saisir, il faudra la travailler, il faudra rattraper un peu ce temps perdu et on en a le moyen, Inch'Allah. Parfait, merci beaucoup. Vous avez insisté sur l'inclusion financière, aussi bien des particuliers que des entreprises. Vous avez beaucoup parlé de la PME. C'est une occasion pour moi de rappeler qu'on vient de signer une convention avec Middle East Initiative for Investment. Il s'agit d'une plateforme digitale, totalement digitale, et l'objectif est d'aider les PME à présenter des dossiers bancables. Souvent, la PME est exclue du financement parce qu'elle n'est pas capable de présenter un dossier bancable. Et là, comme l'a dit le président en introduction, on a toute une stratégie et tout un plan d'action à mettre en œuvre pour lever toutes ces contraintes à l'accès au financement. Je voudrais revenir à Bassem qui a des choses à nous dire. Parmi vous, des intervenants ont parlé d'ouverture sur l'extérieur, le paiement à l'international. Je sais que parmi ce qui est prévu dans le package de services et de produits, Mastercard a des choses à nous proposer. Bassem, est-ce que vous pouvez… Oui, alors, tout à fait. En fait, quand on parle d'ouverture et de l'open banking, c'est effectivement, ça va dans ce sens. En fait, l'open banking, c'est plus pour moi une plateforme de partenariat entre banques et fintech. Ça veut dire, en fait, réellement, ça va permettre aujourd'hui de créer un écosystème où les banques, à travers des API, pourraient en fait mettre on va dire, en service ou proposer des services en partenariat avec des fintechs pour effectivement assurer une sorte de transformation digitale sur certains cas d'utilisation qui sont les plus pertinents. Et moi, en fait, quand on parle de transformation digitale, bien évidemment, aujourd'hui, le paiement qui, on va dire, en termes de relation entre un consommateur et sa banque, c'est aujourd'hui l'un des cas d'utilisation où les plus fréquents entre un client et sa banque. Ça veut dire aujourd'hui, si on parle de transformation digitale, ça doit essentiellement toucher à tout ce qui est paiement et à la monétique. Et là, en fait, généralement, ce qui est adopté, en fait, ça peut être 4 stratégies différentes, en fait, en fonction de ce que souhaite faire la banque. Une première en fait, approche, une première stratégie, ça pourrait être de dire, OK, je vais digitaliser le cas d'utilisation le plus fréquent où je suis en contact avec mon client. D'accord ? Et là, généralement, c'est forcément le paiement. Ça veut dire réellement aujourd'hui, un client, il interagit d'une façon presque, j'ai envie de dire, quotidienne avec sa banque à travers sa carte, par exemple. D'accord ? Quand il va faire un paiement, quand il va faire un retrait. Et donc, la banque pourrait décider aujourd'hui de dire, OK, je vais offrir une expérience digitale
de bout en bout sur ce cas d'utilisation en particulier. Et là, en fait, on trouve pas mal de banques aujourd'hui à travers le monde qui vont, par exemple, offrir à leurs clients ce qu'on appelle les X-Pay, ça veut dire des Apple Pay, des Samsung Pay, des Google Pay, ou carrément ce qu'on appelle nous des X-Pay plus privés, ça veut dire offrir une expérience digitale de paiement mobile sans contact, en NFC, à ces clients qui sont, on va dire, qui utilisent très fréquemment, on va dire, le paiement. Ça, c'est une première stratégie. Alors, une deuxième stratégie, ça pourrait être de dire, je vais vers une stratégie qu'on appelle, nous, une digital first. Ça veut dire, tout en capitalisant aujourd'hui sur les canaux existants, je vais offrir à mon client une expérience digitale complète, mais qu'on appelle, nous, digital first. Ça veut dire, réellement, sur cette expérience de paiement, il n'y a quasiment pas de carte. Ça veut dire à travers juste l'application, on va dire l'application mobile ou le mobile banking de la banque, on va offrir en fait tous les cas d'utilisation qui peut être le paiement, le transfert d'argent, et tout ça sans avoir besoin d'éditer ou de produire une carte plastique. Donc, on est ce qu'on appelle digital first, donc on est 100% digital sur cette expérience de paiement. Alors, après, il y a une troisième stratégie où les banques en fait souhaitent ouvrir un nouveau canal d'interaction avec un nouveau service pour sa clientèle. Et là, ils vont créer peut-être un wallet séparé. C'est-à-dire, OK, je garde mon application mobile banking pour des services comme le virement, transfert, consultation et tout. Et je vais offrir une nouvelle application mobile. Un wallet, ça veut dire une sorte de compte virtuel séparé où on va faire des chargements, on va faire des opérations de paiement et de transfert. Bon, ça, généralement, ça a des limites. Ça a des limites parce qu'en fait, ça réduit un petit peu l'interopérabilité. Parce qu'en fait, chaque banque va peut-être lancer son propre wallet, mais au final, si je veux envoyer de l'argent, je suis chez un client de la BIAC et je vais envoyer de l'argent à un client de la STB. Si chacune de ces banques a un wallet complètement séparé et il n'y a pas d'interopérabilité, ça ne va pas très bien marcher. Alors qu'on aurait pu peut-être capitaliser sur l'existant, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la monétique qui est déjà interopérable, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place facilement et qui est interopérable par défaut. Après, il y a une quatrième approche, une quatrième stratégie qui est en fait d'aller beaucoup plus loin et carrément de créer ce qu'on appelle le néobank ou une banque 100% digitale, carrément avec une marque séparée. On crée une nouvelle marque, une banque 100% digitale avec un processus d'acquisition de clients 100% à distance digitalisé. Et là, en fait, c'est aujourd'hui une stratégie qui est adoptée par pas mal de banques. Il y en a en Tunisie qui ont créé leur marque de banque digitale avec un brand complètement séparé. Et là, on est sur une expérience complètement séparée avec des nouveaux canaux qui sont plus ou moins séparés de l'existant de la banque. Alors, après, maintenant, nous, chez Mastercard, comment on accompagne un petit peu et quelle est notre approche pour accompagner cette transformation digitale des banques quand il s'agit du paiement? Alors, nous, en fait, quand on pense à nos solutions ou quand on est en train de développer nos solutions, on pense tout d'abord à développer une solution qui soit, comme j'ai dit, c'est un nouveau concept, c'est ce qu'on appelle le digital first. Cette solution, elle doit être digitale par défaut. Elle doit être d'abord digitale et après, on pense aux autres cas. Ça veut dire aujourd'hui, c'est pour comprendre un petit peu le principe de digital first, c'est ce qu'on a lancé, par exemple, ce qu'a lancé Mastercard aux États-Unis avec Apple et avec Goldman Sachs. Donc, c'est la carte Apple Card, qui est aujourd'hui, par défaut, une carte 100%, on va dire, virtuelle, que vous pouvez en fait demander d'une façon 100% digitale et qui vous permet de suite, en quelques minutes, d'avoir accès à plusieurs services en termes de paiement, en termes de fidélité, donc qui sont immédiats. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'immédiats. Avant, peut-être, on parlait en termes d'ouverture de compte, de création de cartes, de wallet, de jours. Après, on parle de quelques heures. Maintenant, on mesure l'efficacité, la rapidité et l'immédiateté de ce genre de process digital ou d'ouverture de compte en clic. Aujourd'hui, il y a des banques, néobanques à travers le monde qui
qui mettent en avant le fait de pouvoir ouvrir un compte qui soit 100% opérationnel avec une carte qui, bien évidemment, Digital First en 25 clics. Donc maintenant, on parle de clics parce que c'est ça qui parle aux jeunes. Aujourd'hui, vous leur dites ça prend 3 jours, il faut qu'on valide, il faut revenir en agence pour signer. Ça ne parle pas beaucoup aux jeunes. Donc là, leur dire que vous pouvez ouvrir un compte en quelques clics, là, ça va leur parler. Et donc là, dans cette approche-là, Mastercard, ce qu'on essaie de faire, c'est, alors première chose, c'est offrir la meilleure expérience digitale partout. Quand je dis partout, ça veut dire quand on paye en face-to-face, ça veut dire chez le commerçant, que ce soit à travers une technologie NFC, sans contact, ou une technologie QR, qui existe aujourd'hui en Tunisie, qu'on avait annoncé avec notre partenaire La Poste, donc qui marche aujourd'hui en Tunisie, ou bien évidemment en ligne, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'e-commerce, hein, surtout avec la pandémie. Maintenant, on voit une révolution sur l'e-commerce avec certains pays qui ont atteint une croissance sur l'e-commerce qui avoisine les 200% pendant cette période-là. Donc ça, c'est très important. C'est une expérience digitale vraiment partout, là où on veut faire un paiement. Alors, la deuxième chose qui est très, très importante, je pense qu'on a déjà parlé ici dans ce panel, c'est tout ce qui est cybersecurity. Donc, nous, notre première priorité, c'est de sécuriser toute transaction. Ça, c'est très important pour garder la confiance du consommateur. Donc, c'est pour ça qu'on met ce qu'on appelle aujourd'hui, on en parle beaucoup aussi, la tokenisation, hein, qui permet d'ouvrir le paiement NFC sur les smartphones. On investit beaucoup sur tout ce qui est intelligence artificielle. C'est très, très, très important. L'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est par défaut implémentée sur toutes nos solutions, ça nous permet d'avoir une détection beaucoup plus intelligente quand il s'agit de la lutte contre la fraude. Donc ça, c'est très important. Et aussi, on investit sur tout ce qui est authentification biométrique qui permet d'assurer une meilleure authentification des clients. Troisième point très rapide, c'est aussi, on est en train de digitaliser tous les flux. Quand on parle des flux, c'est pas uniquement le paiement, hein, c'est aussi tout ce qui est transfert d'argent, mais transfert de particulier à particulier au P2P, mais aussi, c'est surtout le transfert, le B2B, on n'en parle pas, mais c'est un point où des flux qui sont très conséquents et qu'il faut très bien digitaliser, mais aussi tout ce qui est ce qu'on appelle nous le G2P, ça veut dire tout ce qui est les disbursements ou les aides sociales des gouvernements qui représentent un flux énorme, et donc ça, c'est l'un des flux sur lesquels on met l'accent pour pouvoir le digitaliser. Et quatrième point, pour répondre aussi, ça répond à votre question, Madame Saïd, par rapport à l'ouverture et à tout ce qu'on appelle Open Banking ou tout ce qui est ouverture aux API. Aujourd'hui, toutes nos solutions par défaut, on essaye par défaut de mettre en fait une façon simple d'intégration avec nos partenaires banques, avec les consommateurs, à travers des API qui sont ouverts et qui permettent de créer, comme j'ai dit, un écosystème où des banques et les fintechs pourraient un petit peu cohabiter et surtout collaborer pour proposer le meilleur service possible aux consommateurs. Aujourd'hui, l'open banking, c'est une réalité en Europe. Il y a des banques au Moyen-Orient et en Afrique des pays au Moyen-Orient et en Afrique qui ont commencé à avoir des réflexions très, très sérieuses par rapport au sujet. Mais moi, ce qu'on recommande ici, il ne faut pas attendre qu'il y ait une réglementation, comme ça s'est passé en Europe, pour avancer vers l'open banking. Aujourd'hui, et surtout, en fait, pour éviter qu'il y ait quelques couacs ou que des banques ne soient pas prêtes au moment où ça rentre en vigueur. Donc, l'open banking, il faut le voir plutôt comme une opportunité, mais pas une réglementation ou une contrainte. Il faut y aller, il faut commencer à préparer le terrain dès maintenant. Il y a un système de fintech qui commence à être créé en Tunisie, donc il faut capitaliser sur ça. Et une collaboration avec les banques, je pense que ça pourrait aller dans ce sens de l'open banking. Et surtout, le cinquième point et le plus important dans notre approche, c'est d'anticiper, innover et surtout construire au-delà du paiement. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, en fait, ça avance très, très vite. Donc, il faut vraiment être prêt à tout ce qui va arriver sur l'e-commerce, accompagner les attentes et le besoin un peu changeant des clients et surtout aller au-delà du paiement, surtout sur tout ce qui est, aujourd'hui, on parle de real-time payment. Donc, ça, c'est un sujet qui est très, très important sur lequel on travaille et qui va permettre un petit peu
de booster l'économie. Aujourd'hui, un paiement temps réel, un transfert temps réel entre entreprises, ça permet réellement de révolutionner l'économie d'un pays. Donc voilà un petit peu l'approche avec laquelle on accompagne. Bien évidemment, comme vous l'avez dit, Madame Saïd, nous, on a signé un partenariat, une convention avec l'APB qui, justement, en fait, touche à ces 5 aspects que je viens de citer par rapport à notre approche. On souhaite vraiment accompagner les banques tunisiennes dans cette réflexion autour de l'expérience digitale quand il s'agit de paiement, sur l'e-commerce. L'inclusion financière, on en parle beaucoup, c'est très important. L'inclusion financière, pour nous, ça passe forcément par une inclusion digitale. Mastercard s'est engagé en 2015 à inclure 500 millions de personnes qui étaient exclues dans le système ou l'économie formelle. Nous avons réussi à avoir effectivement à atteindre notre objectif au bout de 5 ans, c'est-à-dire en 2020, nous avons réussi à relever ce challenge d'inclure 500 millions de personnes. Et du coup, en fait, on s'est engagé cette année à inclure encore 500 millions de personnes à travers le monde dans le système, dans l'économie formelle, donc à l'horizon 2025. Et la part de la Tunisie, elle est là. Il faut savoir que dans les 500 millions qu'on a inclus sur les 5 années passées, nous, on s'est engagé à inclure 1 million de personnes en Tunisie. Nous avons relevé ce défi-là. Nous avons réussi à inclure 1 million de personnes dans le système formel et financier, système financier formel en Tunisie, à travers des cartes, aujourd'hui à travers des wallets. Donc, c'est un objectif qu'on a atteint et nous comptons aussi sur ce processus d'inclusion financière en Tunisie pour on va dire, l'idée c'est qu'au final, on va essayer d'améliorer à travers des cas d'utilisation très, très faciles, améliorer la vie quotidienne des citoyens, que ce soit à travers un paiement mobile sur le QR, en sans contact, ou le paiement en ligne. Donc, c'est ça un petit peu l'approche. Et bien évidemment, dans le cadre de ce partenariat, on va continuer à accompagner les banques tunisiennes dans leur réflexion, dans ce sens de transformation digitale. Parfait. Merci beaucoup, Bassem. Si j'ose synthétiser, beaucoup d'idées, franchement, beaucoup d'engagement de la part de tout le monde. Et donc, pour revenir à notre sujet principal, comment on va relever le défi de la transformation digitale, je crois que c'est clair que l'humain est au centre de tout ça. Donc, il faut insuffler une nouvelle culture de l'innovation à tous les niveaux de l'institution. Il faut savoir être ouvert sur l'écosystème, un écosystème large et de plus en plus large donc, et complexe. Beaucoup d'acteurs, établissements de paiement, FinTech, GAFA, beaucoup d'acteurs. Concilier le court terme et la vision stratégique, c'est vrai qu'il faut mettre en place une stratégie, mais on est bousculé par le temps. Les nouvelles technologies nous bousculent, ne nous laissent pas beaucoup de temps, chambardent notre vie. Et en parallèle, il faut savoir saisir l'opportunité de capitaliser sur la data. Comme a dit Sissemi, le nouvel or noir de quelque chose de très précieux. Donc, savoir la collecter, l'exploiter, dans l'objectif de travailler en chaîne de valeur. Je retiens ce mot. Vous parlez beaucoup de chaîne de valeur, donc chercher l'optimisation à chaque maillon de la chaîne, de bout en bout, et réfléchir gagnant-gagnant. Je tiens à vous remercier pour cet excellent webinaire, pour ces échanges très fructueux, pour nos participants qui sont restés jusqu'au bout, donc plus de 120 participants. Monsieur le Président souhaite vous remercier. Il a aussi des engagements, donc il va devoir clôturer la séance et je lui passe tout de suite la parole. Je vous remercie beaucoup. Donc, vous nous avez donné tout l'encouragement.
Je vous remercie beaucoup, comme a dit Mme Saïd. Donc, c'est un débat très riche. Donc, je remercie tous les intervenants. Réellement, vous nous avez donné de l'encouragement pour aller vers un sujet que nous avons toujours difficile à franchir. Donc, nous aurons certainement besoin de vous et de votre partenariat. Donc, j'insiste beaucoup sur ce qu'a dit Samir Saïd, que je le remercie beaucoup. Donc, sur tout ce qui est infrastructure, certes, l'infrastructure, Inch'Allah, est prête, mais quand même, j'attire l'attention que finalement, la digitalisation, on touche toute la clientèle, des banques, que ce soit donc, au nord, que ce soit dans le Grand Tunis, que ce soit dans le centre et le sud. Et actuellement, nous voyons que finalement, le fonctionnement, donc, et la facilité de la connexion n'est pas tout à fait uniforme à toutes les régions. Je pense que c'est Samir, certainement, il a des solutions pour ça. Donc, je vous remercie beaucoup, et à bientôt. Je remercie Farid, j'espère bien que nous organisons notre webinaire sur le même sujet. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je donne le micro à Farid pour le mot de la fin. Oui. Je voulais remercier Monsieur le Président et bien sûr tous les panélistes, si Samir Saïd, votre micro, s'il vous plaît. ما يمشيش الميكرو نتاعي تسمعوني ولا؟ C'est bon, je m'entends, oui. Voilà. Donc, je voulais remercier tous les participants. Bon, le président est parti, on le remercie parce qu'il est resté avec nous jusqu'au bout. Et moi, je voudrais remercier en particulier Madame Mouna Saïd qui a modéré ce webinaire. Vraiment, elle a bien joué son rôle pour que on écoute un peu à la fois les expériences, les nouvelles idées que viennent de Mastercard, de BFI. Bien sûr, c'est Samir Saïd, vraiment l'accompagnement au niveau du secteur bancaire et surtout qui ne vous est pas et qui vous est familier, qui ne vous est pas étranger. Je crois que là, il y a un partenariat à construire. Si Fouad Khoueja, bien sûr, au niveau de la STB, aussi bien en amont, en aval, il est bien encadré aujourd'hui. Et je crois que même si notre fils d'Abeb qui était un peu dans le circuit, qui a donné un peu des consignes qu'il avait lui-même suivi par le passé, aujourd'hui avec le QNB, il est en train d'essayer de faire ce même travail. Moi, je pense, et je rejoins Madame Mouna Saïd, bon, il y a toutes les bonnes questions qui sont posées. C'est à nous ensemble d'aller en partenariat, relever ce défi de la transformation digitale et j'espère avoir le plaisir surtout de vous avoir en présentiel au mois de juin 2021. J'espère qu'on aura dépassé cette pandémie, cette fâcheuse pandémie Covid et on ferait notre forum international des instruments financiers donc financiers numériques innovants avec Madame Mouna Saïd en présentiel et là certainement avec vous tous, avec nos amis africains, occidentaux et le but en plus du benchmarking qu'on peut avoir, c'est avancer et donc merci pour votre patience et pour votre participation. Merci à tous.